Bienvenue sur Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie. Chaque mois, découvrez des sujets passionnants qui vous guident sur le chemin de la guérison, de la transformation et de l'éveil. Je peux pas, j'ai l'une, le podcast qui vous reconnecte à la vie, par Fanny Frock, infirmière psy et coach holistique. Tous les mois à la pleine lune dès 7h. Bonjour les belles âmes, bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast Je peux pas, j'ai l'une, intitulé Auto-guérison et conscience. Je suis très heureuse de vous accueillir ici pour la suite de ce sujet passionnant. J'espère que l'épisode 14 vous a plu. Aujourd'hui, nous aborderons la suite avec cette deuxième partie sur l'auto-guérison. Pour ce 15e épisode, on se retrouve sous l'influence de la pleine lune en Capricorne le mercredi 13 juillet 2022 à 20h37. Afin d'avoir plus de temps consacré au thème de notre épisode, je ne parlerai plus de la lune ici. Pour cela, rendez-vous à présent sur ma lettre d'information. Pour la recevoir, vous pouvez vous inscrire sur mon site www.fannyfrock.com. Je vous en dis un peu plus sur la pleine lune des Cerfs, ou encore appelée la lune du tonnerre. Nous avons terminé la première partie en parlant du système nerveux et de la nécessité de prendre conscience de son niveau de peur. Je vous parlais même que de se débarrasser du stress et de la peur est un devoir pour le bien commun. D'abord pour soi, mais aussi pour notre entourage proche et les autres d'une façon générale. Pourquoi, me direz-vous, parler de bien commun avec l'auto-guérison ? J'y viens justement. Vous avez certainement déjà entendu parler des neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des neurones particuliers du cerveau. Ce sont des neurones moteurs qui réagissent à soi et à l'autre. Ils sont actifs dès la naissance et jouent un rôle dans le déchiffrage et la compréhension des émotions et sentiments d'autrui. Ils permettent de se mettre à la place des autres et sont à la base de l'empathie. Ils servent également à imiter les actions vues chez l'autre. Avec ce nouvel élément, il est aisé de comprendre que si nous vivons entourés de personnes stressées ou constamment dans la peur, nous allons, par l'action des neurones miroirs, entre autres, nous plonger dans le même état. Et c'est la même chose si c'est nous qui sommes stressés ou dans la peur. Nous risquons de favoriser l'apparition de ces états d'être dans notre entourage. Voilà pourquoi je vous parle de bien commun. Il est en effet de notre devoir de se préoccuper, de façon saine, de l'état d'être dans notre environnement et nos relations. Aussi, si vous réalisez, avec l'écoute de cet épisode, que vous baignez dans le stress et la peur, il est grand temps de dépolluer votre environnement. Un écosystème est en vie quand tous les éléments qui le composent le sont. Rappelez-vous du concept d'homéostasie dont je vous ai parlé dans l'épisode 14. À ce sujet, je vais vous faire une confidence personnelle. Alors atteinte d'une rectocolite hémorragique à l'âge d'une vingtaine d'années, j'étais en couple avec un homme qui avait des comportements malsains. Malsains dans le sens qui vont à l'encontre du vivant, car agissant avec manipulation, égoïsme et service à soi. Lorsque j'ai pris conscience que notre couple était voué à l'échec, j'ai consciemment pris une décision intérieure. Je savais qu'un jour je devrais me séparer de lui et j'acceptais cette idée. J'étais enfin prête à abandonner tout ce qui avait été construit et aller vers l'inconnu. Dès cette prise de conscience, mon état de santé s'est radicalement amélioré, jusqu'à la disparition totale des symptômes. J'étais guérie. Je peux même parler de guérison spontanée, voire même miraculeuse après 9 années difficiles. Alors que dépolluer son environnement relationnel est vital, dépolluer son lieu de vie l'est aussi. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais allez vérifier les polluants contenant dans vos meubles, les sols, les produits d'entretien ou ménagers, d'hygiène et de beauté que vous utilisez. La plupart des produits pétrochimiques influencent de façon néfaste nos glandes endocrines. La question des contraceptifs hormonaux est également sérieusement à se poser, surtout si vous avez besoin de récupérer votre pouvoir d'auto-guérison à son plein potentiel. Mais, une fois encore, je ne développerai pas ce sujet ici. Par contre, si vous êtes concerné, je vous invite à m'envoyer un mail via le formulaire en bas de la page de mon site web. Dans tous les cas, que votre organisme soit physiquement pollué,
par des hormones de synthèse, métaux lourds, substances pétrochimiques ou non, prévoyez 2 fois par an une détoxification du corps à chaque printemps et chaque automne. Les organes émonctoires que sont le foie, le côlon, les reins, la peau et les poumons ont besoin d'être nettoyés afin d'avoir toujours un fonctionnement optimal. D'autant plus que la plupart des organes émonctoires sont aussi des organes du système immunitaire et endocrinien. Concrètement, comment fait-on pour dépolluer sa maison et ses relations ? Posez-vous simplement ces 2 questions. Est-ce sain ? Est-ce malsain ? Est-ce sain, c'est-à-dire, est-ce qui m'entoure va dans le sens de la vie ? Est-ce que cela me ressource, me donne de l'énergie, m'apporte du plus dans mon quotidien, nourrit mes valeurs ? Est-ce malsain, c'est-à-dire, est-ce que cela consomme mon énergie, me fatigue, me tracasse, me fait douter, me rend différent de ce que je suis au fond ? Est-ce que cela ressemble à de la manipulation ? Y a-t-il de l'égoïsme derrière ou un intérêt purement personnel ? Ou même peut-être des abus ? Est-ce qu'il y a un détournement de mon savoir, de mes propos ? Est-ce que je me sens comme parasité ? Nous venons donc de voir que le système nerveux parasympathique est en lien avec le système d'auto-guérison et que ce premier réagit mal au stress. En prenant soin de vos émotions, vous prenez soin de votre santé. La santé est aussi maintenue ou retrouvée si les polluants synthétiques autour de nous sont inexistants ou tout du moins en moindre quantité. Mais il existe aussi d'autres pollutions, qui sont internes celles-ci. Ce sont nos pensées, ou plutôt notre mental. Notre mental peut être un très gros pollueur si nous n'en prenons pas garde. Un mental bavard, hyperactif et ruminant ne vous apportera rien de bon ni rien de sain. Et parfois même pourra vous faire plonger dans des abîmes où il sera difficile de se sortir. Le mental est à votre existence ce que le marionnettiste est à la marionnette. Si vous ne voulez pas vous laisser mener par le bout du nez par un concept immatériel qui est le mental, dépolluez vos pensées. Alors, ça veut dire quoi, dépolluer ses pensées ? Demandez-vous, quelles sont vos pensées à votre propre égard ? Êtes-vous critique avec vous-même ? Est-ce que vous vous jugez ? À quel degré ? Est-ce que vous vous aimez ? Avez-vous des pensées positives et agréables envers votre personne ? Est-ce que vous ruminez ? Est-ce que le passé prend beaucoup de place dans votre tête ? Avez-vous des regrets concernant vos choix ? Est-ce que vous doutez ou culpabilisez ? Si vous répondez oui à au moins une des questions précédentes, terminez ce petit jeu avec les mêmes questions au sujet de vos propres pensées vers vous. Est-ce sain ? Est-ce malsain ? Est-ce sain de s'autocritiquer ? Est-ce sain de ne pas s'aimer en entier ? Est-ce sain de ruminer une histoire du passé ? Est-ce sain de s'en vouloir ? Et ainsi de suite. Une fois que vous avez vos réponses, agissez. Et comment, me direz-vous ? Eh bien, en stoppant radicalement ce bavardage mental, ce bavardage égotique. Pour cela, vous devrez mettre en place une douce vigilance à l'égard de vos pensées. Vous savez, un peu comme quand on surveille à distance un enfant en bas âge, en pleine poussée d'autonomie, mais qu'on craint un peu d'une chute ou d'un accident. L'idée est de faire la même chose à l'égard de votre mental. Vous savez pertinemment qu'on ne peut pas supprimer pleinement la création des pensées. Par contre, on peut choisir leur tendance et leur flux. On peut tout à fait ne pas subir des pensées automatiques, négatives ou néfastes à son encontre, ainsi que la quantité également d'envahissement cérébral. Cette vigilance se caractérise par le fait de voir la pensée. Est-elle saine ou malsaine ? Est-ce que je décide de la suivre ou de rester présent à ce que je suis en train de faire dans l'instant ? Pour mettre en place cette nouvelle habitude de vie, qui est la douce vigilance à ses pensées, il existe un outil formidable, bien connu depuis des décennies et qui fait des miracles dans les vies pour celles et ceux qui savent l'intégrer dans leur quotidien. Cet outil, c'est la méditation.
Alors quand je vous parle de méditation, il ne s'agit pas de prendre la posture en tailleur au sol avec une image de Bouddha imprimée sur le mur. Il s'agit de ce savoir-faire et savoir-être qui consiste simplement à respirer en pleine présence, dans ce corps-là, à cet instant précis. Ni plus, ni moins. La méditation peut se faire allongée, en épluchant ses carottes, ou encore debout dans une file d'attente dans un magasin. La méditation, ou encore la pleine présence, n'est pas une pratique de relaxation, ni quelque chose qu'on acquiert en une dizaine de cours en ligne. La pleine présence est un savoir-vivre qui doit se répéter chaque jour, chaque semaine, afin de se maintenir à distance d'un mental bavard et manipulateur. La méditation est comme le brossage de dents. Vous le faites 1 à 3 fois par jour afin de maintenir vos dents en bon état et d'éviter les caries. La méditation, c'est la même chose pour le mental. Aujourd'hui, ces effets positifs sur la santé psychophysiologique sont largement démontrés par les neurosciences. Je vous laisse consulter le web si jamais quelques doutes persistent à ce sujet. Et si vous souhaitez mettre en pratique de suite et dans votre quotidien la pleine présence, vous pouvez vous laisser guider par les méditations audio présentes sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour insister encore un peu. Actuellement, beaucoup de personnes en projet de reconversion ou création d'entreprise me contactent. Ce qui ressort le plus souvent de ces échanges, c'est le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quel choix prendre ou encore de ne pas comprendre les différentes épreuves ou entraves de vie qui se multiplient. J'explique systématiquement que je ne suis pas là pour décider à leur place et que la réponse ne viendra pas de la tête, mais bien de l'intérieur, des entrailles plus précisément, là où tout a commencé, dans le ventre. Et comment faire pour se mettre en lien avec ces profondeurs ? Simplement en sortant du mental grâce à la pleine présence. Et ça, personne ne le fera à votre place. Vous seul avez le pouvoir de choisir, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Vous seul avez la responsabilité de sortir de votre blabla mental ou d'y rester. Votre ventre, lui, est toujours là, prêt à vous donner les bons conseils. À vous de décrocher le téléphone et d'écouter. Alors que nous vivons dans un monde où la manipulation n'est même plus cachée et où les événements mondiaux nous le montrent encore chaque jour un peu partout, il est de notre devoir d'agir à notre niveau. Si déjà au sein de notre propre système, nous stoppons la manipulation mentale, nous impactons forcément notre environnement. Et plus nous serons nombreux à agir sainement en nous, plus nous impacterons sainement autour de nous. Rappelez-vous des neurones miroirs dont je vous ai parlé au début d'épisode. Notre état intérieur influence nos relations et notre environnement. Si ici le mental est présenté plutôt sous un aspect dont il faut être vigilant, au risque de se perdre dans un labyrinthe sans fin, il n'est pour autant pas à confondre avec l'esprit. L'esprit n'est pas le mental, même si ces deux parties immatérielles existent chez l'être humain et qu'en leur sein, la pensée existe. Définissons donc ces deux termes afin de percevoir nettement leurs différences et éviter toute confusion. Le mental peut être défini comme étant la partie la plus immature de la vie psychique d'un individu, celle qui bavarde à l'infini et qui est reliée à l'ego. L'esprit, quant à lui, est ce principe immatériel, plus supérieur, plus mature. L'esprit ne bavarde pas. Les pensées qui y sont créées sont plutôt des intuitions, des perceptions, des évidences. L'esprit est souvent associé à la conscience, par opposition au corps. Et pour les religions et pratiques spirituelles, il s'agit d'un principe de vie, d'un principe vital. Il est même parfois relié à l'âme. Avec ces deux concepts définis, il est facile de constater à présent que si nous abordons notre vie en étant constamment plongés dans le mental ou dans son esprit, cela n'engendre pas les mêmes conséquences. Et justement, voyons à présent avec quel état d'esprit vous abordez la vie. La maladie, un accident, une épreuve. Est-ce que tout s'effondre en vous ? Perdez-vous la force de vous relever ? Ou au contraire, avez-vous la force de l'esprit de rebondir et d'agir de nouveau ? Quelle est votre aisance de résilience ? L'état d'esprit n'est pas une attitude que l'on impose avec fermeté et en se voilant la face.
Un état d'esprit confiant, positif ou courageux est une philosophie de vie qui s'acquiert avec le temps et l'entraînement. Pour atteindre cette façon de vivre, qu'on pourrait qualifier de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'adaptabilité et de résilience, il est nécessaire de passer par des prises de conscience, d'être attentif, attentive à ce qu'il se passe en soi, pensées, sensations et émotions, à chaque instant, à chaque respiration. Ainsi, esprit et conscience sont liés. Le premier n'existe pas sans la deuxième. La force de l'esprit, et j'insiste bien sur esprit et non mental, l'un étant provoqué volontairement et avec l'action de l'ego, l'autre existe par l'attention douce et répétée à soi et dans son quotidien. L'état d'esprit, donc, ne doit pas être confondu avec le concept de pensée positive. Je ne crois pas vraiment à l'intérêt de la pensée positive, car cette attitude vient du mental, et donc de l'ego, et elle est donc désancrée du corps et de l'esprit vrai. Ce que j'appelle l'esprit vrai, ou l'esprit authentique, c'est justement une conscience bien incarnée, attentive et vigilante à toute création de pensée. Si vous utilisez la pensée positive tout en ayant le mental en mode automatique, qui crée des pensées négatives et autocritiques, cela ne sert strictement à rien. Et pire, cela vous affaiblit encore plus. Plutôt qu'utiliser le terme de pensée positive, je vous propose celui de motivation, couplé à authenticité et accueil. Je vous explique. Un esprit tourné vers l'état de motivation, d'authenticité et d'accueil sera à la fois un esprit capable de surmonter les épreuves, capable de s'adapter, sans se mentir à lui-même et accueillir tous les moments où justement l'avancement, la fatigue et l'envie d'abandonner se feront sentir. Ces trois attitudes, motivation, authenticité et accueil, ne peuvent être dissociées les unes des autres. Le risque, sinon, c'est que le contrôle mental reprenne le dessus et que la capacité d'auto-guérison s'affaiblisse. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que la simple pensée positive, détachée de la globalité de l'être, revient à aller voir le gastro quand on a mal au ventre, à se rendre chez le kiné quand on a le dos tendu, ou encore à consulter un dermato pour de l'eczéma. Sauf qu'au final, ces trois symptômes sont liés. Les intestins sont accrochés à l'arrière des vertèbres, donc un intestin enflammé, distendu par des gaz ou rempli de sel par exemple, viendra forcément tirer sur la colonne et provoquer des maux de dos, dans les lombaires notamment. De plus, un intestin chargé qui ne se vide pas correctement ou qui est envahi d'une flore déséquilibrée ne pourra pas évacuer correctement les toxines du corps. Ces dernières sortiront donc par d'autres portes, comme la peau. De plus, le gros intestin et la peau sont les miroirs des relations vécues de soi à l'autre, et également de la confiance en soi et du niveau de tristesse existant dans sa vie. Il est certain qu'aucun de ces spécialistes de santé ne vous parlera de cela, sauf exceptionnellement s'ils ont été formés à des médecines globales. Mais si c'est le cas, ils quittent très souvent leur spécialité et se déconventionnent. Croiser des spécialistes experts ayant une compréhension globale de votre problème est à proprement parler une ambivalence. Être spécialiste, ce n'est pas être globaliste. Aussi, voilà pourquoi il est nécessaire d'activer son pouvoir d'auto-guérison. Car vous êtes la seule personne qui ait véritablement une vision globale de votre vie et de votre histoire et qui vivez les choses à l'intérieur de votre corps. En abordant la santé, et si elle se dégrade, la maladie, sous l'angle de l'unité, vous contactez et cultivez votre capacité d'auto-guérison. L'humain est en effet un être multidimensionnel. Corps, émotion, esprit, conscience, énergie et âme. Alors que notre culture voit essentiellement la santé par le champ de la physiologie et de la science rationnelle, la guérison, elle, nous impose à s'ouvrir à plus grand. En effet, vous avez sûrement en tête l'histoire d'une personne qui a connu un parcours de maladie puis de réémission. Je suis sûre que cette dernière vous a raconté le sens qu'elle a mis sur ce qui lui est arrivé. Pour terminer l'exposé sur l'auto-guérison, il est nécessaire d'inclure encore 2 dimensions.
Ces deux dimensions sont l'énergie et la spiritualité. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 16 le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et surtout, bonne méditation. À bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Pour le faire vivre, abonnez-vous, likez et partagez. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. On se dit à tout bientôt, ici ou sur les réseaux.